Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science, où nous allons continuer notre périple de la Renaissance. Alors, la Renaissance voit aussi la naissance de la physiologie moderne, principalement avec l'anatomie, suite aux traductions d'Hippocrate et de Galien au XVe et XVIe siècle. De grands progrès furent faits dans la compréhension de l'anatomie, de l'hygiène et de la lutte contre la mortalité due en grande partie aux infections. Les travaux de Vézal sont bien connus. Il disséquait les cadavres, de manière illégale d'ailleurs, afin de mieux comprendre l'anatomie du corps humain. Servet découvrit la circulation sanguine. Antoine Paré découvrit la méthode de ligature des artères qui permet d'effectuer de meilleures opérations chirurgicales. À cette époque, on assistait également à une diffusion du savoir. Tout d'abord, au XVe siècle, l'invention de l'imprimerie de Gutenberg fut une véritable révolution. Jusque-là, les copies des documents, quels qu'ils soient, livres, manuscrits, étaient faites par des moines copistes. Ça prenait, on s'en doute, beaucoup de temps. Avec l'imprimerie à caractère mobile, il suffisait de préparer l'impression d'une page, et à partir de là, avec la presse, on pouvait imprimer autant de feuilles qu'on voulait en grande quantité. On vit ainsi une véritable explosion, une croissance exponentielle du nombre de livres publiés. Cela autorisa la scolarisation de masse, rendue possible grâce à des livres de cours. Également, les discussions entre savants à travers des comptes rendus, publiés et diffusés de leurs travaux, de leurs expériences. C'est à cette occasion qu'on vit également naître les académies des sciences, un peu partout, à Londres, à Paris, à Berlin, à Saint-Pétersbourg. On créa également des journaux et périodiques à caractère scientifique, mais à l'époque pas encore spécialisés. Toutes les avancées scientifiques y étaient présentées en vrac. C'était toutefois un important vecteur de diffusion du savoir. À l'époque, la science était toujours vue comme une branche de philosophie, mais il est indéniable qu'elle prenait de l'autonomie. C'est à ce moment-là que vint l'époque des Lumières. Au XVIIe siècle, avec Galilée et d'autres, on assista à une mathématisation des sciences. Pratiquement, science était synonyme de formulation mathématique. Alors, c'était relativisé. Un médecin ne met pas nos organes en équation. Mais cette rationalisation de la science à travers des outils rigoureux tels que la mathématique prit une énorme importance. On vit naître ainsi les sociétés savantes et on vit un bond important des sciences naturelles et de la médecine. C'était vraiment à l'époque des Lumières que naquit le courant des encyclopédies. En France, un mouvement intellectuel rassembla les encyclopédistes. Ils défendaient une architecture scientifique et morale du savoir. Ainsi, Diderot, l'encyclopédie de Diderot est extrêmement célèbre, et d'Alembert créé en 1751 l'encyclopédie du dictionnaire raisonné des sciences, des arts et métiers. C'était une encyclopédie importante dans laquelle intervint un nombre considérable de scientifiques de toutes disciplines et qui permettait d'être diffusée et de faire le point sur le savoir de l'époque. Dans le document d'introduction de l'encyclopédie, on trouve un véritable hymne au progrès scientifique. D'Alembert y fit l'éloge de la méthode expérimentale, de l'approche raisonnée et synthétique. C'est-à-dire qu'on rassemble un grand nombre de faits et on essaye de trouver des causes communes, des principes moteurs communs à l'ensemble des phénomènes. On vit apparaître également
Le rationalisme. Alors, le rationalisme remonte beaucoup plus loin, nous l'avons vu, mais carrément à la Grèce antique. Mais à cette époque, il prit vraiment encore comme racine de la science, avec Descartes en tout premier lieu, également en Angleterre, Hobbes et Hume, qui défendirent tous une démarche empirique par opposition à la raison pure. Alors, ne nous trompons pas, pour eux, le raisonnement, la raison était extrêmement importante. Tout le monde connaît le cogito ergo sum, je pense, d'où je suis. Mais la raison pure, seule, ne peut rien. Elle ne peut qu'être appliquée aux résultats obtenus à partir de l'expérience. À cette époque, Leibniz, également philosophe, mit au point le calcul infinitésimal. Il n'est pas le seul. Newton, également, de son côté, imagina une méthode appelée calcul des fluxions, qui est aussi une approche de calcul infinitésimal. On a cru à l'époque à un plagiat. Il n'en est probablement rien. Alors c'est vrai qu'ils ont discuté ensemble, correspondu, avant toute publication. Mais il suffit de regarder leurs travaux, leurs méthodes, pour voir que tout y est différent. La façon d'aborder le problème, les notations, tout. Le seul point commun, c'est que c'est une approche du calcul infinitésimal. D'ailleurs, il est tout à fait notable que ceux qui se sont disputés, parfois très violemment, à propos de la paternité du calcul infinitésimal, ne sont pas Leibniz et Newton, mais surtout leurs disciples. L'histoire a conservé les notations de Leibniz dans le calcul que l'on apprend à l'école. On retrouve encore quelques traces de notation de Newton. Avec Kant et Holbeck, on voit apparaître également l'approche rationnelle, mais aussi expérimentale. Le livre de Kant, le plus célèbre, s'appelle « Critique de la raison pure ». Et on y observe également un rejet total de la religion. Holbeck défendait une religion athée, sans Dieu. Tout le monde se souvient de la discussion, ou a entendu parler, de la discussion entre Laplace et Newton, si je ne me trompe, où Laplace présentait ses résultats remarquables, et où Napoléon lui demanda « Mais où est Dieu dans tout cela ?» Et où Laplace lui répondit « Majesté, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Donc il ne s'agissait pas d'un rejet de la religion, de la foi, de la croyance, mais de son implication dans la science. La science était une chose, la religion autre chose. Cette vue extrêmement rationaliste de l'approche empirique fut merveilleusement confirmée par les succès de Newton, avec seulement quelques postulats, 4, 3 postulats de mécanique, un postulat pour la gravitation universelle, il parvint à expliquer tous les phénomènes de mécanique et de mécanique terrestre et de mécanique céleste. À partir d'un petit ensemble de lois reproductibles, une approche rationnelle, on pouvait expliquer un très grand nombre de faits. Les travaux de Newton eurent un impact énorme et il donna à Newton une aura considérable. Il fut d'ailleurs le premier président de l'Académie royale des sciences en Angleterre. Il fit des travaux dans tous les domaines. Dans l'optique, il découvrit les mécanismes de décomposition de la couleur et les règles qui allaient avec, et défendit toutes sortes de positions, pas toujours justes d'ailleurs. Par exemple,
son idée d'une lumière corpusculaire, sur lequel il revint partiellement plus tard. Et on a également dans d'autres domaines, par exemple Locke, qui met en avant le sujet pensant, l'individu. Et qui n'est alors plus esclave des us et coutumes, qui agit comme un être rationnel en fonction d'objectifs. Cela permit la naissance de disciplines scientifiques comme l'économie, la démographie et la psychologie. C'est donc très important, c'est des disciplines extrêmement diverses. Voilà, nous attaquerons très bientôt la science moderne proprement dite. Merci.